Nous avons du temps pour la discussion, donc il y a des micros qui peuvent circuler, donc nous allons prendre des questions. Qui souhaite poser la première question? Qui souhaite poser la deuxième question? Parfait. Deux questions ici. Bonjour, je suis Charlotte Flamand, je travaille au service public de Wallonie. J'aimerais votre avis et vos conseils sur un cas qu'on rencontre régulièrement. Donc notre direction octroie des subventions qui sont demandées par les usagers. On analyse la demande et on envoie une proposition de décision au ministre qui suit majoritairement nos décisions, mais malheureusement parfois il la change illégalement. Un refus devient octroi ou un octroi devient refus. Donc on lui émet nos constats que juridiquement ça ne tient pas la route, mais souvent il persiste. Donc quand il y a un refus, on se dit que l'usager peut aller près du médiateur, Conseil d'État, Cour et tribunaux, mais quand c'est quelqu'un qui se voit octroyer une subvention, souvent il ne se plaint pas. Et donc, on est face à ce problème-là, nous, administration. Donc, c'est très rare, hein, sur 6000 dossiers, ça doit être moins de 5 dossiers par an. Donc, il ne faut pas s'inquiéter non plus, mais c'est quand même un peu embêtant. Et savoir ce qu'on peut faire. Il y a bien un référent au sein du SPOI intégrité, mais c'est par rapport aux actions des agents. Mais on n'a pas la même chose par rapport aux actions des ministres. Et donc voilà, on sait qu'il y a de la doctrine qui dit que l'administration n'est pas obligée de suivre un ordre qui est manifestement illégal. Mais même quand ça, on le rappelle dans notre réponse, quand le ministre persiste et signe, on n'est que agent de l'administration. Donc entre la théorie et la pratique, il y a un gap. Je ne sais pas s'il y a d'autres administrations qui sont aussi ce problème-là. Voilà. Est-ce que la pratique hier était de prendre 2-3 questions et de répondre par bloc de 2-3 ou de faire une par une? Plutôt 2-3? Ok, on va faire ça. Donc on avait une deuxième question ici devant. Bonjour, merci. J'ai une question pour vous. Vous avez montré empiriquement que le contenu de la décision pèse autrement plus que l'arrangement institutionnel dans la création de la confiance. Mais j'ai l'impression, qui n'est pas du tout basée sur des faits empiriques, mais que l'arrangement institutionnel influence aussi le contenu de la décision. Et donc, c'est pas absurde de penser qu'une décision qui est prise par référendum mènera à un contenu qui sera différent d'une décision qui est prise par un expert, par exemple. Et donc, en fait, quand on prend une décision de manière démocratique ou participative, on a une plus grande partie de la population qui devrait être satisfaite avec le contenu de la décision. Et donc, l'arrangement institutionnel pèse en amont dans la génération et du lien de confiance. Et je me demande, déjà, si empiriquement, ce sentiment que le mode de décision influence le contenu est vérifié, et si, quand c'est un mode de décision démocratique, ça conduit à des décisions qui emportent une plus grande satisfaction dans la population, ce qui n'est pas sûr non plus. Et si ça, c'est le cas, comment est-ce que c'est pris en compte dans l'imputation de ce qui génère la confiance entre le contenu et la procédure décisionnelle? Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, moi j'avais plusieurs questions, mais je vais me contenir. Mais donc une première question, mais c'était celle qui recoupait celle de Sophia, c'était quels étaient les liens entre contenu et procédure, parce que ça paraît impliqué. Et alors j'avais des questions for you, Patricia. Thank you. Et Patricia, j'ai une question pour vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais, est-ce qu'il y a une différence ou un lien entre la cohésion sociale, la confiance sociale et la question de savoir sur quelle partie de l'action publique l'autonomie intervient. Donc, quand c'est une autonomie culturelle, on peut penser que ça peut affecter la cohésion sociale à un certain point parce que il n'y a plus de plateforme au niveau central pour construire de la cohésion sociale. Donc, c'était ma question sur l'autonomie culturelle. Toi, Jean-Benoît, tu nous disais, donc on mesure à partir de quand le système génère de la confiance. Mais quel est le degré de confiance, de soutien diffus que vous jugez nécessaire? Et comment est-ce qu'on détermine? Parce que finalement, hier, on concluait pas mal d'interventions sur le fait que l'attitude peut-être la plus raisonnable en démocratie, c'est le scepticisme démocratique, une forme de méfiance.
tout en postulant qu'il faut effectivement une forme de soutien diffus. Mais quel degré faut-il exactement? Parce qu'alors ça détermine la question de savoir si ce que tu nous as exposé est un problème ou pas. Voilà, mais j'avais d'autres questions, mais ce sera pour le lunch. Ok, on prend encore une et puis on passera à la première salle de réponse. Oui, bonjour. J'ai vu les graphiques et je voulais demander si les orateurs pouvaient expliquer pourquoi les parlements s'en sortent tellement mal, relativement parlant, en termes de confiance, comparé par exemple au gouvernement ou d'autres organes. Voilà un peu ma question. Merci. On prend encore une? Très bien. Merci pour ces présentations très intéressantes. J'ai une petite question pour Patricia. C'était très intéressant de voir que vous avez ajouté une autre dimension de confiance par rapport à celles qui ont été débattues hier. Hier, on a parlé de confiance horizontale entre les citoyens vers les dirigeants et vous avez ajouté une dimension horizontale à un niveau supérieur. Donc cette forme de confiance, je crois qu'on n'en a pas vraiment parlé beaucoup dans les études sur le fédéralisme. La confiance entre gouvernements, est-ce que c'est semblable au principe de loyauté? Comment est-ce que la confiance entre les gouvernements, enfin, est-ce que c'est la même chose que la confiance envers les politiques et la confiance entre des politiques de différents niveaux? Et est-ce qu'il y a un effet, un impact de ce type de confiance ou méfiance entre les citoyens et leurs dirigeants? Donc, s'il y a une confiance positive au niveau horizontal entre les États et les niveaux fédéral, est-ce que ça a un impact sur la confiance qu'ont les citoyens? Parfois, oui, peut-être, parce que si les dirigeants et leurs États et les gouvernements fédéraux coopèrent bien, ça devrait générer de la confiance. En même temps, on pourrait dire, s'ils coopèrent bien et qu'ils prennent toutes ces décisions souvent dans des forums internationaux à huis clos, il n'y a pas beaucoup de transparence et donc ça pourrait porter atteinte à la confiance. Enfin, ce sont des choses qui m'ont traversé l'esprit et j'aimerais avoir votre point de vue sur la question. Questions qui ont été adressées à des orateurs spécifiques, donc ça sera facile à répartir. Et on avait une première question qui était plus ouverte, mais sur laquelle je pense qu'il pourrait y avoir un double point de vue intéressant. D'une part, le point de vue de quelqu'un qui connaît mieux le droit constitutionnel belge comme Frédéric et qui pourrait discuter de ça, mais je pense que ce serait aussi intéressant d'avoir la perspective de dire, OK, peut-être que les outils à disposition de l'administration régionale wallonne ne sont pas ceux qui te sont le plus familiers, Jean-François, mais de dire si une situation pareille se produisait en France, quels seraient les outils pour justement réfléchir à cet apport comparé. Mais donc, comme je viens seulement de vous prendre à froid avec ça, je vais proposer de commencer par Patricia, puis je prendrai et on laisse un peu de temps à Frédéric et à Jean-François pour réfléchir aux petits devoirs que je viens de leur confier. Est-ce que ça marche? Ok. Merci pour les questions. Tout ce que je peux faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, tout ce que je peux faire, c'est vous donner mon hypothèse ou mon intuition. Tout d'abord, mon intuition me pousse à dire que ce que dirait le sociologue, c'est que on essaie de mettre en place une structure qui correspond à la structure sociale. Donc la cohésion sociale va avoir un impact sur la cohésion institutionnelle. Et parfois, il y a un écart entre la confiance entre les élites politiques qui jouent un certain rôle et qui expliquent certaines choses. Et je pense, à mon intuition, et que s'il n'y a pas beaucoup de confiance entre les élites politiques, à ce moment-là, ils vont organiser le système politique de telle manière que les gens vont se retrouver isolés
et effectivement, cela pourrait avoir un impact sur la cohésion sociale. Mon conseil serait, on ne peut pas mettre trop de cohésion institutionnelle s'il n'y a pas suffisamment de confiance entre les élites politiques et qu'il n'y a pas beaucoup de cohésion sociale, mais je recommanderais d'une certaine manière d'aller un petit peu au-dessus de cohésion institutionnelle que de cohésion sociale, parce qu'à ce moment-là, on donne une motivation aux groupes politiques au moins de se parler, de travailler ensemble et d'essayer de construire de la confiance, mais pas trop parce que sinon ça ne marchera pas, alors que si c'est inférieur que la cohésion sociale, à ce moment-là, ça pourrait tirer les choses vers le bas. Voilà mon intuition, mais il n'y a pas de données empiriques dans ce domaine. Ensuite, pour la loyauté de l'élite politique, je pense que c'est l'une des traductions juridiques de la cohésion juridique et cela implique également une certaine confiance, ou en tout cas, il est plus facile d'être loyal si on se fait confiance. Mais il y a une obligation juridique, parfois basée sur la loyauté, de coopérer, mais pas de faire confiance. Ce que l'on sait, d'après les données que j'ai présentées, c'est que si le système est construit de telle manière que les gens ont l'impression que dans leur entité régionale, ils ne sont pas traités avec suffisamment de respect, à ce moment-là, cela a un impact sur la croyance politique. Donc je pense qu'effectivement, il y a un lien. Essayez de me prêter aux 3 questions qui m'ont été posées. Alors, la première, effectivement, le mode de décision va probablement, certains, mais va probablement changer le contenu de la décision, ce qui peut avoir un impact sur la confiance. Alors, la totalité de cette séquence causale n'a jamais été testée en tant que telle empiriquement, et on peut découper sur plusieurs aspects. Alors, le premier élément, c'est qu'effectivement, le contenu de la décision, il va être évalué sur la base de la congruence entre ce qui est décidé et ce que les citoyens préfèrent, et sur la base de la performance, pour autant qu'on puisse avoir des indicateurs de performance, mais pas sur certains aspects, notamment en économie, on peut avoir des indicateurs de performance. Et ensuite, si la congruence est meilleure et si la performance est meilleure, est-ce que ça génère plus de confiance? Alors ça, on le sait. Alors, quand on associe, donc les mécanismes qui associent les citoyens, ce qu'on sait, c'est que, alors, en termes de congruence, ils vont générer plus de congruence quand les modes de décision sont plus consensuels. Donc c'est le cas quand on compare assez mathématiquement, quand on compare par exemple les référendums à supermajorité des référendums à majorité simple, on s'aperçoit que forcément si on va chercher des majorités soit à 2 niveaux, au niveau des entités fédérées qui peuvent composer un État ou au niveau d'atteindre un certain chiffre, ça génère plus de congruence. Ça c'est un élément assez évident. Un élément plus indirect, c'est des travaux qui ont démontré que sur les sujets pour lesquels il y a eu soit un référendum, soit une assemblée citoyenne, ça améliore nettement l'information et la capacité pour les élus à percevoir correctement quelles sont les préférences des citoyens et donc à prendre des décisions politiques qui sont plus congruentes avec ces préférences des citoyens. Et donc, les mécanismes d'inclusion citoyenne peuvent servir de façon directe pour avoir une décision qui, certes, a permis à plus de monde d'être entendu, mais ils ont surtout, et ça c'est sans doute l'effet le plus intéressant, même en complément du Parlement, ils ont un effet indirect qui est de mieux informer, parce qu'un des problèmes, et ça a été assez largement montré, il y a une très mauvaise perception des demandes des citoyens de la part des élus. Et donc, ce qui génère des politiques publiques qui sont perçus comme étant en lien avec les demandes des citoyens, mais qui ne le sont dans les faits pas toujours. Donc ça, c'est en matière de congruence. En matière de performance, il y a aussi des travaux qui ont regardé si l'inclusion citoyenne améliore les performances, et singulièrement les performances économiques. Et là, les résultats, bon, ça, et c'est pas que pour les référendums, les résultats vont dans 2 directions divergentes, c'est-à-dire, et c'est Leipart qui synthétise ça en disant que ça ne fait pas des better government, but gentler government. Et donc, c'est pas forcément des performances économiques en termes de croissance qui sont meilleures,
soit quand on a plus de checks and balances, soit quand on a plus de participation citoyenne, mais par contre, on a des performances en termes d'inégalité entre les citoyens qui sont meilleures. Et donc, ça, c'est sur ce élément. Alors, pour ce qui est des experts, par contre, on a moins de données, simplement parce qu'il y a moins d'observations, il y a moins d'interventions des experts, il y a moins de gouvernements technocratiques. En revanche, ce que les travaux ont pu démontrer, c'est que l'intervention des experts comme décideurs, mais aussi l'intervention des experts comme aide à la décision, tend à réduire la congruence entre les positions des élus et les préférences des citoyens. Et ça se voit chez les parlementaires, où plus un parlementaire est lui-même expert ou bien est conseillé profondément par des experts sur une décision, plus il est éloigné des préférences de la population dans ce qu'il va proposer de mettre en œuvre. Et donc là, on a l'effet inverse, en tout cas en termes de congruence. En termes de performance, on ne peut pas dire, parce que on peut pas dire qu'il y a plein de gouvernements technocratiques, et souvent, en plus, ces gouvernements technocratiques, ils ont été mis en place avec des agendas très clairs. Si on prend le cas de la Bulgarie, de la Roumanie ou de l'Italie, ben, oui, c'était un agenda de retour à la rigueur budgétaire qui ne correspondait pas aux demandes des citoyens, qui, on sait, sur le court terme, n'ont pas des effets forcément très bons en termes de performance économique. Mais on a moins de données. Donc oui, il y a un effet, mais il y a notamment des effets indirects. Moi, c'est ceux-là que je trouve les plus intéressants, c'est qu'en fait, en changeant le mode décisionnel et en incluant les citoyens, en fait, on produit une meilleure information, pas forcément une meilleure décision, mais une meilleure information, ce qui permet aux institutions représentatives de manifestement prendre des décisions qui sont plus congruentes avec ce que demande la majorité de la population. Et ça c'est un élément à intégrer. Sur la deuxième question, le degré de soutien diffus jugé nécessaire, ça c'est une question qui nous occupe beaucoup, pour laquelle on n'a pas de réponse ferme. Là où il y a des éléments de réponse, c'est de dire, alors on ne peut pas fixer un standard en disant il faut 30% de confiance ou il faut 40% de confiance. Mais par contre, on peut se dire qu'il y a un changement d'une question de degré de confiance à une question de nature de la confiance à partir du moment où cette confiance n'est plus... c'est pas le soutien spécifique qui pose problème, c'est le soutien diffus, et à un point tel qu'il y a une remise en cause, d'une part, des arrangements institutionnels eux-mêmes. Donc il y a une demande de réformer les institutions. Donc c'est pas simplement je fais pas confiance et j'aimerais que les performances s'améliorent, mais c'est je voudrais changer le système. Et donc ça c'est un premier élément. Et un deuxième élément, c'est de dire le niveau de confiance est tellement faible qu'il n'y a plus d'acceptation des décisions à un point qu'il y a une non-conformité. Enfin, finalement, on entre dans des citoyens qui refusent la norme qui s'impose à eux. Et donc c'est plutôt à ces moments-là que la science politique empirique va avoir tendance à considérer que le régime est remis en cause. Et donc ça on le voit, et ça peut... il y a notamment toute une série de travaux sur l'impact de l'insatisfaction en matière climatique sur la confiance qui est générée chez les citoyens qui sont les plus inquiets, et donc sur un questionnement et peut-être une tentation parfois d'une forme de gouvernement autoritaire pour régler ces questions-là. Et d'autre part, il y a notamment les travaux de Sophie Marienne qui montrent qu'en matière de paiement des impôts, mais aussi de respect des règles de sécurité routière, on peut passer à des degrés de méfiance qui sont tels qu'il n'y a plus de volonté du tout de se conformer à ces normes. Ce qui donc là ne pose pas forcément de problème de survie du régime, mais pose un problème de vie en société dans le cadre d'un état de droit où il y a effectivement une acceptation des normes juridiques et du contrat social auquel elles sont reliées. Donc je dirais que c'est plus là que véritablement te donner un chiffre magique. Mais en tout cas, cette notion, ce n'est pas juste du degré, mais il y a un saut de nature à un moment donné. Et sur les performances des parlements, alors c'est une question très compliquée, même si c'est effectivement une observation généralisée. Une des explications qui est apportée, c'est aussi une question de familiarité et donc d'insatisfaction. Donc, le soutien diffus à une institution se génère sur le temps long. La méfiance diffuse à l'égard d'une institution se génère sur le temps long. Et donc, il y a les institutions plus nouvelles ne souffrent pas de ce problème-là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, quand on demande à un citoyen belge ce qu'il pense du référendum, alors pendant quelques décennies, il y avait un souvenir très prégnant qui amenait qu'on avait peu confiance. C'est un souvenir qui n'existe plus pour une bonne partie de la population. Et donc, on ne peut pas juger sur les mauvaises performances d'un référendum. Par contre, quand ce type de mauvaise performance est donné, ça peut
induire les mêmes effets. Et donc on peut se dire que si on mettait en place, comme disait la conclusion de Frédéric, tout système déçoit. Et donc le parlementarisme a déçu parce qu'il a été vécu. Le référendum, là où il n'est pas en place, n'a pas déçu. Mais il y a quelques cas, à la fois dans des cas plus controversés, on l'a vu récemment au Royaume-Uni. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi parfois à l'étranger, où on a vu une baisse de confiance dans des décisions prises par référendum en Allemagne suite au Brexit. Donc en particulier chez les citoyens les plus pro-européens, le référendum est devenu un arrangement institutionnel moins attractif et qui génère moins de confiance suite à ce référendum. Donc ça peut, et on le voit très fortement pour les experts. On a mené une étude comparée de soutien au gouvernement technocratique. C'est une forme de gouvernement qui est très soutenue en Europe, dans les 31 pays européens, sauf dans les pays qui ont connu des gouvernements technocratiques. Donc en Italie, en Bulgarie, en Roumanie et en Grèce. Donc là où ça a fonctionné, enfin ça a été mis en place, il n'y a pas de... Et donc finalement, le Parlement est sans doute celui qui est soumis à au jugement le plus sévère, parce qu'il a déjà eu le temps de décevoir, que la nouveauté n'a pas encore eu le temps de décevoir forcément. Mais elle va décevoir, je disais. Ah, pourquoi plus que le gouvernement? Alors ça, en fait, certains chercheurs considèrent que la confiance dans le Parlement est un meilleur indicateur de soutien diffus, parce que le Parlement est moins bien connu et que c'est une institution moins personnalisée, alors que le gouvernement, et effectivement on le voit dans les enquêtes longitudinales, la confiance dans le gouvernement est très fluctuante en fonction de qui occupe le gouvernement, en fonction du résultat des élections. Par exemple, on voit un effet gagnant-perdant dès le lendemain de l'élection sur la confiance dans le gouvernement qu'on n'observe pas sur le Parlement. Et donc là, ce qui est une question fondamentale, c'est quand on pose cette question, à quel point avez-vous confiance dans le Parlement et dans le gouvernement, à quoi répondent exactement les citoyens? Il semble que le Parlement, ce soit plus finalement un jugement général sur le système politique, qui donc se base sur l'accumulation de frustration, que sur le gouvernement, on va se dire, bon, ok, on va laisser sa chance à ce nouveau gouvernement. Et donc c'est aussi ça qui est difficile à comparer. On voyait qu'effectivement, on voyait que les niveaux n'étaient pas les mêmes, mais on voyait aussi que la fluctuation n'est pas du tout la même. Et donc c'est ça qui rend les choses difficiles. Voilà. Et donc maintenant, je passe la parole aux deux personnes à qui j'ai donné un petit devoir. Frédéric peut-être d'abord, et puis Jean-François. Oui, mais je vais tenter d'apporter une réponse. Au fond, ce que vous évoquez, on peut dire, si je veux faire le lien avec mon exposé, que c'est une situation de désorientation, de déception que vous subissez comme agent dans une administration, et comme sentiment de se sentir au fond en otage de ce qui est imposé par la hiérarchie, par le gouvernement, et qui s'impose à vous, en principe, sur la base d'un principe de hiérarchie, sur la base aussi d'un principe de loyauté. Vous devez mettre en œuvre les décisions telles qu'on vous les impose, et de constater que pourtant, peut-être, elles ne correspondent pas à ce qu'il faudrait faire, puisque des normes supérieures, légales ou constitutionnelles, indiquent autre chose. Et je crois que comme juriste, je vois deux éléments, et ça dépend peut-être au fond de la gravité du sujet. Tant qu'on reste sur des enjeux qui ne semblent pas trop graves pour la société, avec des impacts limités, c'est sans doute le devoir de loyauté qui va l'emporter, avec comme moyen de vous rassurer que c'est au gouvernement d'assumer pour sa part les décisions qui sont prises par les agents de l'administration, les assumer politiquement et les assumer juridiquement, puisqu'il restera possiblement des recours contre les décisions qui ont été prises au nom du gouvernement. Et puis, deuxième partie de la réponse, si, comme agent de l'administration, vous ou d'autres, estimez qu'on est face à des enjeux qui atteignent une gravité suffisante pour qu'on sorte du bois, le devoir de loyauté peut céder à cette nécessité, jusqu'à, dans le cas extrême, aller prendre le risque de, après avoir évidemment tenté en interne de résoudre des problèmes, s'exprimer en dehors de l'administration pour conscientiser d'un problème, avec tous les risques que ça emporte et le courage que ça suppose pour un fonctionnaire. Mais avant d'en arriver là, je crois qu'il faut d'abord se dire que le principe selon lequel c'est le gouvernement qui va assumer et qui prend lui-même le risque de voir politiquement et juridiquement sa responsabilité engagée, vous dégage personnellement. Merci.
Non, c'est exactement le même droit, je pense, dans la fonction publique, donc j'ai rien de plus à ajouter sur l'équilibre entre loyauté et alerte. Il existe des procédures d'alerte aujourd'hui en droit français, d'abord en interne, après en externe, mais qui effectivement sont à mettre en œuvre uniquement si après une balance entre risque et enjeu en question, ça vaut le coup de se lancer dans cette procédure d'alerte, ou en tout cas simplement, au moins, je ne sais pas si ça existe en Belgique, les référents alerte comme ça existe en France, ou en tout cas simplement au moins saisir le référent alerte de cette question en disant qu'il y a une problématique, sans forcément aller plus loin si effectivement, comme le disait Frédéric, l'enjeu va pas au-delà. Après, par contre, en plus de peut-être communiquer votre avis et votre note, quand vous voyez que le ministre ou son administration proche et conseillers ne sont pas réceptifs à ce que vous dites, il y a des argumentations en plus que vous pouvez aussi lui apporter en disant attention, vous jouez en prenant des décisions illégales, vous jouez votre réputation, vous jouez ensuite avec le feu, parce que potentiellement si c'est une décision illégale, c'est une décision qui peut être contestée évidemment devant le juge administratif pour annulation, donc ça veut dire que c'est des longueurs, du temps perdu pour vous, etc. Donc je vous conseille de suivre la décision que je vous propose. Voilà, ben on peut prendre on a encore un peu de temps, oui, on a encore du temps avant la pause, donc on peut prendre un deuxième tour de questions. Je ne sais pas qui avait encore des questions. N'hésitez pas, on a deux questions dans le fond. Ce sera facile pour la circulation du micro. Oui, merci beaucoup pour ces présentations vraiment très intéressantes et qui en plus se répondent. Je vais peut-être poursuivre la question qui a été posée tout à l'heure sur l'articulation entre procédure et fond. Donc vous avez répondu à la question que moi-même je me posais sur le fait de savoir s'il n'y avait pas des effets de procédure sur le fond. Et donc vous avez montré qu'on pouvait en mesurer certains. Je me demande si on ne peut pas aller un cran plus loin, parce que ce que vous avez pris comme référence, c'est l'opinion des citoyens, notamment pour la mesure de la congruence. Mais on sait aussi que la procédure empruntée peut avoir un effet sur l'opinion des citoyens. Et donc, toute la théorie contemporaine des systèmes délibératifs, développée par les philosophes politiques, montre que on peut essayer d'organiser la délibération à l'échelle de la société. Et que, bien sûr, les modalités de prise de décision peuvent avoir un impact sur ce que pensent les citoyens. Donc voilà, est-ce qu'on peut aller un cran plus loin, et est-ce qu'il y a des études en la matière? Yeah, I had a question for Jean-Benoît. Moi, j'ai une question à poser à Jean-Benoît. Vous avez parlé des interactions avec les référendums. Je pense que c'est assez intéressant parce qu'on parle des délibérations au niveau du Parlement. Nous avons le référendum. Et pour ceux qui sont en désaccord, vous avez parlé de certaines notions de défiance ou de manque de confiance. Je voudrais savoir ce qu'il en est. On se dit qu'il y a une majorité qui est d'accord et ça suffit, notamment par rapport aux personnes qui sont en désaccord. Est-ce que ça peut avoir un effet? Ce serait assez intéressant de se poser la question de savoir s'il peut y avoir ce type d'effet. J'avais une question au professeur Frédéric, parce que la question de la confiance politique a atteint un seuil vraiment inquiétant dans certains États, par exemple dans les États d'Afrique francophone, où on ne parle plus seulement de la confiance politique, mais cette manque de confiance a créé, je dirais en quelque sorte, un désintéressement de la part des citoyens. Nous avons aujourd'hui des situations, par exemple, au Congo ou en Côte d'Ivoire. Les citoyens ne voient plus l'importance de s'enregistrer dans les listes électorales. Au pur même, ils ne participent même plus au vote. Nous avons aujourd'hui des institutions qui sont constituées par des personnes désignées par 10% de la population entière. La population ou les citoyens se désintéressent complètement même de l'action publique. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ces États,
on a l'impression comme si les États sont en train de s'effondrer. Merci. D'autres questions? Non. Moi j'en ai une vite fait. On peut aussi, effectivement, au pupitre, se poser des questions. Oui, moi c'est une question sur, je pense, plutôt pour Frédéric, sur les droits fondamentaux. Parce que on travaille sur la politique, et puis ce qui peut créer de la défiance politique de la part des citoyens, ça n'est pas que l'attitude du politique lui-même. C'est aussi tout un tas de choses périphériques qui nourrissent l'information des citoyens. Et je pense aux réseaux sociaux qui sont complètement absents de la réflexion de ces 2 jours et qui sont des vecteurs d'une défiance absolument abominable envers les acteurs politiques et envers les régimes politiques. Or, ces réseaux sociaux, non seulement sont une source d'information aujourd'hui considérable pour une partie de la population et la jeunesse, et surtout vis-à-vis des droits fondamentaux, c'est peut-être la seule institution qui existe dans l'histoire et au monde qui n'est soumise à aucune restriction quasiment. C'est une liberté d'expression absolument totale, et donc on voit un déballage abominable de choses qui nourrissent les fake news, etc. Je pense à un très bon livre que vous avez peut-être lu sur cette question et qui montre à quel point les réseaux sociaux commencent à avoir en plus une influence sur les résultats électoraux, sur l'appréciation des gens quant à certaines actions politiques ou politiques publiques qui sont menées, etc. C'est Les ingénieurs du chaos. C'est le premier livre qui précède le second que l'auteur a écrit, qui s'appelle Le mage du Kremlin, et qui est bien connu en France puisqu'il a obtenu des prix, qui est très intéressant. Il avait auparavant écrit les ingénieurs du chaos, et il montre à quel point les réseaux sociaux sont utilisés par tout un tas de groupuscules absolument terrifiant, avec vraiment aujourd'hui alors moi je suis pas sur les réseaux sociaux, mais ce qu'il dit est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous faites une recherche sur la Terre, la forme de la Terre, vous tombez tout de suite, immédiatement, dans les réseaux sociaux, sur les personnes qui considèrent que la Terre est plate, etc. Donc vous avez une orientation de l'algorithme qui fait qu'immédiatement on part sur des questions de populisme. Voilà. Donc il y a quelque chose qui nourrit ça. Or, l'application des droits fondamentaux, enfin en tout cas la limitation ne s'applique pas à ces réseaux sociaux qui brandissent justement eux-mêmes une application absolutiste de certains droits fondamentaux, dont la liberté d'expression, comme Frédéric l'évoquait. Voilà, je pense à ça. Si, est-ce qu'il y a encore une question éventuelle, ou on passe aux réponses? On va passer aux réponses. Je pouvais commencer, comme ça je te laisse un peu. Alors, le premier aspect... donc déjà, effectivement, la façon dont j'ai présenté et aussi répondu à la question donne une image statique de l'opinion publique, image statique qui est fausse, puisqu'il y a notamment ce qu'on appelle le modèle thermostatique de la construction de l'opinion publique, qui montre bien qu'en fait, il y a un ajustement constant entre le point de vue de l'opinion publique et les décisions institutionnelles. C'est-à-dire les acteurs de la décision s'appuient sur l'opinion publique, mais par leur discours, par leurs décisions, vont aussi amener un réajustement de cette opinion publique. Et donc ça fonctionne vraiment comme un thermostat par rapport à la température de la pièce, avec un ajustement pour être à un point d'équilibre constant. Et donc déjà, ça c'est le premier élément, c'est qu'effectivement, en excluant l'idée que l'opinion publique va s'ajuster à la fois au contenu de la décision, mais aussi au contenu des débats, on artificialise ce qui se passe dans la réalité. Après, sur les changements spécifiques d'opinion sur les enjeux liés à des processus de décision, et en particulier à des processus de décision plus inclusifs qui impliquent les citoyens, on a quand même pas mal de résultats. Alors on a d'abord des résultats sur les effets à l'intérieur des gens qui sont amenés à délibérer directement, et donc ça va être beaucoup effectivement dans les travaux sur les assemblées citoyennes, où les résultats sont très concluants sur le fait que par la délibération, et plus la délibération est longue, plus les opinions avec lesquelles les gens sont entrés dans la pièce vont changer au fur et à mesure de la délibération. Donc là, il y a un effet d'apprentissage et de reconstitution des opinions qui est très net, qui ne va pas jusqu'à l'espoir
mythifié de la construction d'une opinion publique consensuelle à la Habermas. On ne va quand même pas jusqu'à observer ce genre de choses, ça reste de l'ordre du vœu pieux. Mais il y a quand même effectivement des effets très forts. En dehors de ces salles de délibération, que ce soit quand une assemblée citoyenne se passe et qu'elle est suffisamment visible, ou dans le cas des campagnes référendaires, surtout, on a quand même pas mal aussi de travaux, surtout sur les référendums, puisqu'on a de grands nombres de référendums dans certains pays. Et donc, il y a effectivement cette attente que la campagne peut générer une formation d'une opinion publique mieux informée, et donc avec une modification des opinions. Et là, les résultats sont contrastés, puisqu'on va avoir effectivement un groupe de la population qui est en général plus politisé, peut-être moins expert sur le sujet, mais plus politisé, qui va modifier son opinion publique sur la base des arguments qui circulent. Et ça amène notamment au développement de mécanismes comme le mécanisme des initiatives citoyennes sur le modèle de l'Oregon, qui est de dire on va même faire des assemblées délibératives qui vont générer des arguments qui seront communiqués. Donc il y a un groupe. Il y a un groupe qui est complètement stable, de préférence politique ferme et stable. Et puis, surtout, il y a ce que démontrent les travaux en la matière, c'est que c'est surtout une modification de l'opinion publique sur la base de raccourcis décisionnels qui sont quelle est la position des acteurs auxquels je fais confiance. Et donc, quelle est la position des partis politiques qui vont éventuellement prendre position et que j'adore ou que je déteste, ou bien quelle est la position défendue par un acteur non partisan, mais auquel je fais confiance. Et donc là, sur les effets, il y a effectivement des effets de modification de l'opinion publique quand on adopte des procédures plus inclusives, mais ils ne sont pas purement dans l'idée d'une amélioration de la rationalité de la décision en la matière. Oui. Juste une chose, je fais pas des études empiriques sur ce point, mais en droit, on est en train de se poser la question de l'extension justement des procédures qui existent au gouvernement, au Parlement dans ces conventions, parce qu'on parle de communication sur les résultats, sur l'avancée des travaux, etc. Et il y a en fait des vrais enjeux qui sont très importants dans la Convention citoyenne que Eric connaît aussi un peu, c'est qu'il y a à l'intérieur de ces conventions un apprentissage des citoyens. Dans la Convention pour le climat, c'est très intéressant parce qu'ils n'étaient absolument pas spécialistes. Ils en sont sortis avec des connaissances extraordinaires en matière d'énergie, de climat, etc. Mais il faut aussi faire très attention parce qu'ils sont éduqués, entre guillemets, par qui ? Oui. Comment, par quelle procédure. Et puis ensuite, on communique, c'est bien, donc c'est la fameuse transparence qu'on trouve au Parlement et qu'on trouve d'ailleurs pas au gouvernement, comme je le disais. Mais encore faut-il qu'il y ait des règles de communication. Qui communique sur quoi, sur ce qui se passe à l'intérieur, qui connaît les séances, etc. Là, il y aura sans doute à terme une extension, en fait, à prévoir de cet encadrement qui existe pour d'autres institutions politiques à ces conventions qui sont des assemblées aujourd'hui, qui sont en fait aussi des boîtes noires en réalité, hein, de vraies boîtes noires. Et sur la Convention citoyenne, en France, on s'est un peu posé la question quand même de l'emprise de certains groupes sur l'organisation et le fonctionnement de cette assemblée. Voilà, oui, ça, tout à fait. Et on le voit dans les pays qui réutilisent ces mécanismes, donc pas ceux qui en ont fait juste un usage unique, mais ceux qui les réutilisent. C'est une question qui se pose, comment on sélectionne les experts qui vont être amenés à intervenir et donc, quelque part, à intervenir sur la formation des opinions en leur sein. Donc on voit très fort, ce débat est très présent par exemple en Irlande. Comment ensuite on va communiquer sur ces décisions et est-ce qu'on va rendre transparent la délibération avec des enjeux qui se posent aussi éventuellement pour la volonté des personnes de participer, puisqu'on a eu notamment un cas assez emblématique aux Pays-Bas où dans une province néerlandaise un débat devait être mené sur le passage à une agriculture plus durable à un moment où les manifestations des agriculteurs étaient très fortes et relativement proches violentes et où les personnes refusaient de participer de peur de représailles et où donc finalement l'Assemblée s'est tenue dans un lieu secret sans aucune communication sur ce qui se passait pour garantir une participation parce qu'on était dans une situation que les citoyens n'étaient pas prêts à accepter. And then on the second question, this boost that referendum could generate, we tend to explain it on basis of. En ce qui concerne la dernière question qui a été posée, on explique cela sur base de 3 éléments. Nous avons tout d'abord. Les citoyens se sont rendus compte qu'ils avaient mal jugé ce qu'était l'opinion publique. J'ai mentionné par exemple
le fait qu'on est parfois suffisamment précis par rapport au niveau de l'opinion publique. La même chose pour nous. Nous ne savons pas toujours ce que les autres pensent, c'est-à-dire que nous avons souvent tendance à surestimer ce que des amis ou des connaissances pensent. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est l'équité procédurale. En essayant d'être plus inclusif, c'est la même idée, en essayant d'être plus inclusif, vous allez avoir une procédure qui sera plus équitable et vous aurez davantage de confiance et d'acceptation. Et puis le troisième effet, le troisième élément est appelé le like me effect. Je suis peut-être en désaccord, mais peut-être que les personnes qui ont pris cette décision, elles sont comme moi. Ce ne sont pas des politiques qui sont très différents de moi, mais ce sont des personnes qui sont des citoyens lambda, tout comme moi. C'est ce qu'on constate notamment au niveau des citoyens avec un faible niveau de confiance. Il y a cette perception de la personne qui est en face de moi est semblable à moi, en tout cas celle qui a pris cette décision. Et il est intéressant, effectivement, de voir ce qu'il en est du profil des citoyens qui ont répondu à différents référendums dans ces assemblées citoyennes. Et vous pouvez avoir généralement cet effet, cette personne en face de moi est assez semblable à moi, notamment pour des citoyens de moins de 25 ans qui vont peut-être se dire que cela peut avoir un effet boule de neige, effectivement, par rapport aux décisions qui ont été prises. Donc il y a ces trois paramètres qui peuvent effectivement entrer en ligne de compte. Approche, donc je vais essayer de répondre aux deux questions en 2 fois 1 minute. Monsieur, vous évoquez la situation en Afrique francophone en particulier. Je dois reconnaître que je connais assez mal ces situations et ma réponse, mon intuition est de vous répondre qu'au fond, ça n'est probablement pas très différent, en tout cas sur les constats généraux que vous faites, ailleurs, notamment en Europe. Vous parlez de désintéressement pour les élections, par exemple. En dehors des cas comme la Belgique où on est automatiquement inscrit sur le registre électoral et même obligé de voter sous certaines nuances à présent, on constate quand même un phénomène de baisse aussi de la participation. Et je crois que ce désintéressement que vous évoquez, il vaut malheureusement pour la démocratie, mais aussi pour le sujet qui était le mien, les droits humains. Alors on trouvera très peu de gens pour dire « je suis contre les droits humains ». C'est comme les gens ne sont pas contre la paix non plus. Mais par contre, ce rayonnement positif qu'ont longtemps eu les droits humains s'est atténué. Et il y a beaucoup plus de scepticisme qui existe aujourd'hui, et de désintéressement également. Et alors, à la question posée par Jean-François ici à la table, les réseaux sociaux, donc, quel est leur rôle? Je crois que tu mets le doigt sur un point fort important qui est au fond latent dans l'exposé que j'ai fait. J'ai évoqué plusieurs difficultés, sources de méfiance potentielle. Je crois que cette désorientation dont j'ai parlé, cette déception dont j'ai parlé, elle se nourrit notamment là. C'est là qu'elle s'exprime de façon assez manifeste. On va trouver sur ces réseaux sociaux des choses qui sont impossibles à réaliser, qui sont présentées comme devant être la norme, c'est-à-dire à la fois vouloir des libertés absolues, je disais que c'était un problème, et d'un autre côté, beaucoup plus de sécurité. Ce sont les mêmes personnes qui vont dire ma liberté doit être totale, mais il faut beaucoup plus de sécurité, l'État ne nous protège pas assez, c'est absolument impossible à réaliser. Voilà, les gens sont nourris à ça, ou on pourrait aussi évoquer les discours qui sont tenus anti-woke, etc., qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas toujours très construits. J'ai pas lu Les ingénieurs du chaos, mais ça fait partie de ma liste de lecture de Giuliano da Empoli, donc plus tard.